meilleurs résultats. Pendant qu'on était là, je crois, le brevet a eu des forts taux de réussite, mais des vrais résultats qui étaient issus du travail d'encadrement, du travail de préparation des élèves de classe de 3e à avoir des résultats meilleurs de façon objective. N'oubliez pas qu'au sortir de la guerre, notre école a connu un phénomène grave, le phénomène des laboratoires. Oui, le phénomène des fuites, de fuites de matière. Il y a eu même le BPC 98 voilà, qui a été... Voilà, le phénomène de la transhumance des candidats, où les candidats ne voulaient plus passer les examens là où ils fréquentaient. Ils étaient à la recherche des centres où la tricherie, la fraude étaient facilement observables. Mais la stratégie que nous avons mise en place a permis à chaque candidat, pourquoi aller ailleurs alors que le résultat est là. Nous avons enrayé ce phénomène de laboratoire. On a mis fin à cela. On a mis fin à la transhumance de candidats. C'était des candidats de Brazzaville qui allaient souvent composer à l'intérieur du pays. Mais après avoir mis en place une stratégie de résultats, d'encadrement des élèves sur place, à l'intérieur de l'établissement, on n'a plus vu un mouvement où les enfants quittaient Brazzaville pour aller composer de leçons de l'intérieur. Ça a été quand même un résultat immédiat conquis. Nous avons également réussi à faire en sorte que les collèges publics présentent les meilleurs résultats par rapport aux collèges privés. Et ça, c'est passé inaperçu. Les gens n'ont pas constaté cela. Avant, ce sont les écoles privées qui affichaient des gros taux de réussite, 100%, 40% par rapport aux écoles publiques. Ces dernières années, depuis 2006, on n'a plus vécu ce phénomène. Au contraire, ce sont les collèges publics qui ont présenté les meilleurs résultats, les meilleurs pourcentages par rapport aux collèges privés. Oui, mais honorable... Et ça, c'était l'effet, justement, de cette stratégie que nous avons ressuscité, exhumé, le plan d'action pédagogique spécifique, le PAPS, qui est une disposition, la 550, l'arrêté 550. Voilà. Mais honorable, parler de l'enseignement sans pourtant aborder la question des grèves paraît pour nous aberrant. Dernièrement, la rentrée 2013-2014 a fleuré la grève. Alors vous, en tant qu'enseignant de formation, en tant qu'honorable député aussi, quelle est votre réaction à assister à des grèves répétitives au niveau de l'enseignement? Oui, on était très touchés, à la fois en tant que député, en politique et en tant qu'enseignant. Très dessus, voir l'école congolaise ne pas fonctionner pendant 2 mois, c'était inédit dans notre pays. C'était regrettable. Et ça aussi, ça a contribué à ce que l'année 2013 soit une année assez malheureuse pour notre école. Les grèves à répétition, c'est la conséquence de la non-résolution des problèmes des enseignants. Les enseignants, il faut le dire, je suis député du pouvoir, ont des problèmes énormes, des problèmes sérieux. Mais ces problèmes sont en train de connaître leur début de résolution. À ce moment-là, on dialogue, on discute, on se parle. C'est pour ça que nous avons un président à respecter, à saluer. On doit être fier de notre président parce que lorsqu'il parle du dialogue permanent, ce n'est pas une rêverie. Lorsque vous dialoguez, lorsque vous échangez, lorsque vous parlez, vous trouvez là des solutions à vos problèmes. Donc, il suffit de discuter avec les enseignants, de leur dire la vérité. Les enseignants sont déjà instruits. C'est eux qui forment les autres. Donc, ils ont l'écoute, ils comprennent. Et jusque-là, ils ont toujours compris. Donc, le problème, c'est discuter avec eux, ils comprennent, et au fur et à mesure, on trouve la solution à leurs problèmes. Oui, honorable, un mot sur les élèves de l'école de l'enseignement technique, j'allais dire, qui aujourd'hui brillent de l'incivisme notoire, qui occasionnent des agitations au niveau d'autres établissements, notamment publics. On assiste à des altercations entre élèves. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette question-là? C'est un esprit. Vous savez, chaque structure a son esprit. C'est un esprit comme ça qui a gagné l'enseignement technique, surtout après les événements malheureux que nous avons connus, la guerre du 5 juin. Et on a pensé que là-bas, il n'y a pas une véritable éducation, tout est technique. Vous voyez. Dès qu'on lance des tels slogans, c'est dangereux. Il faut casser l'esprit simplement. C'est une question de gestion. Ces écoles sont administrées, ces écoles sont gérées. Il y a des responsables d'établissements. À
appliquer les règlements intérieurs, c'est tout. Mettons en place des stratégies d'éducation et de formation. On ne peut pas prendre ça comme un fait qui n'est pas, qu'on ne peut pas régler. Non, il faut trouver des dirigeants responsables qui ont de l'autorité sur ces enfants. Et ça, ce sont des enfants qui sont les mêmes élèves que l'on trouve à l'enseignement général. Pourquoi à l'enseignement général, il y a cette discipline et pourquoi pas à l'enseignement technique? Il faut que les responsables des instituts scolaires revoient leur système de gestion pour qu'on change la donne. Je crois que j'ai un nouveau ministre, il prend ça à cœur, il y a des nouveaux DG qui sont déjà nommés, qui réfléchissent, qui s'asseyent avec les parents, avec les partenaires sociaux et la solution d'indiscipline caractériser l'enseignement technique, puis trouver des solutions. Oui, la question de la révision de la Constitution du 20 janvier 2002 fait couler beaucoup d'encre de salive depuis un certain temps dans la classe au sein de la classe politique. Alors, qu'en dites-vous en tant qu'honorable de la majorité? Non, je suis plutôt surpris qu'une telle question puisse faire couler beaucoup d'encre de salive. La Constitution, c'est un texte. C'est un texte qui a été conçu, qui a été élaboré, qui a été écrit, qui a été soumis au souverain primaire, c'est-à-dire au référendum. Elle a été votée, le texte. Mais aucun texte n'est éternel. Tout ce qui est conçu par l'homme n'est pas éternel. Voilà. C'est ça, il faut partir de ce principe-là. Tout ce que l'homme conçoit n'est pas éternel. Donc la Constitution, ce texte-là, il est à revoir. Forcément. On ne peut pas fuir ce débat. Je suis député aujourd'hui. Quand je lis ce texte, je trouve beaucoup de failles. Donc il faut changer. Et tout député normal, je dis bien, tout député normal, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, tout député normal ne peut pas accepter que ce texte demeure intact. Il faut, quand vous lisez, parce que quand on parle de constitution, les gens ne voient que la question du mandat. C'est ça qui est malheureux chez nous. Exactement, c'est là où les gens ont la cible. Personne ne lit de fond en comble ce texte. Moi, je le lis en tant que député. Je me dis, pourquoi ça? Quand je vois le rapport entre l'exécutif et le législatif, je dis, il y a un problème. Il y a un problème qu'on doit régler, par exemple. Il faut qu'on ait une constitution qui mette le gouvernement responsable aussi devant le Parlement. Autrement, comment contrôler le gouvernement si le ministre sait qu'il n'est pas responsable devant le Parlement? Si un ministre n'a pas l'obligation vis-à-vis du Parlement. On a d'ailleurs assisté à un ministre à ce moment-là, quel est le rôle du Parlement? Ne fût-ce que pour cela. Oui. Ne fût-ce que pour cela. On peut discuter de ce texte sur ce plan-là. Voilà pourquoi je dis, tout député normal ne peut pas accepter, laisser intact ce texte. S'il y a lieu de le modifier, il faut le modifier pour que l'Assemblée soit vraiment responsable, faire son travail et être en mesure de proposer la sanction d'un ministre. Mais sur le mandat, est-ce que cela peut être modifié, vous en tant que député de la majorité, sur le mandat? Mais est-ce que le mandat a un problème? Le mandat n'a pas un problème. Je vous prends le cas de la France. Notre mandat de 7 ans, on a copié la France. OK? Oui. On a copié la France. Mais la France elle-même a dit non, 5 ans c'est trop. Revenons, non, mettons 5 ans. Il n'y a pas eu de débat là-bas. Ils sont menés à 5 ans. Plus tard, ils pourront dire non, 5 ans c'est peu. On ne peut pas permettre à un chef d'État de bien accomplir son programme. Repartons à 7 ans. Mais c'est ça l'homme. L'homme, lorsqu'il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il doit être en mesure de modifier. C'est ça l'homme. Acceptons cela. Si l'opinion nationale, si le souverain primaire pense que 7 ans c'est trop, il faut venir à 5 ans, laissez le souverain primaire s'exprimer. Ce n'est pas une affaire de quelques intellectuels. Non, non, non. Il faut repartir vers la base. Et la base, c'est le souverain primaire. C'est tout. Donc, réellement, si on peut le dire, dans quelques années, c'est avant 2016, il y aura un référendum. Il faut laisser le débat se faire. Mon problème, c'est qu'il faut laisser le débat se faire. Voilà, il faut laisser le débat s'organiser. Il faut l'organiser. Ceux qui ont des arguments solides, ils les tiennent librement et on laisse au souverain primaire se prononcer.
Ce n'est pas un individu qui doit décider de l'avenir d'une constitution. Non, pas du tout. Oui, mais récemment, à l'entrée politique de l'UPADES 2013, nous avons vu gardement affiché au banderole « Touche pas à ma constitution ». Ça, c'est l'UPADES qui dit « Touche pas à ma constitution ». Mais je crois que, par rapport à ce que vous dites, c'est incompatible. Non, simplement, ce n'est pas sérieux. Non. Est-ce qu'on peut dire ça? Touche pas à ma constitution. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Est-ce qu'on peut prendre ce texte-là dans sa globalité et dire qu'il est bon, mais qu'il est parfait, que le Congo a réalisé la meilleure constitution du monde, de telle sorte que tous les autres pays viennent la tricher, viennent la copier? Touche pas, ça veut dire ça. Ma constitution-là, elle est tellement parfaite, il ne faut pas y toucher. Mais c'est dangereux. Je crois que c'est très, très dangereux. Hein, je voulais juste à mon ami qui est là-bas, mais pourquoi vous pouvez faire ça? C'est très dangereux. Donc cette constitution, elle est immuable, elle est là, elle est parfaite. Donc c'est Dieu s'il existe. Si Dieu existe, c'est lui qui a conçu, puisque lui, il est parfait. Le seul être au monde qui est parfait, c'est Dieu, s'il existe. Donc cette constitution, c'est lui qui l'a conçue, et donc on ne peut plus toucher. Voilà. Mais si elle est faite par des hommes, elle est touchable. Il faut simplement dire ça à mes amis de l'opposition à l'UPADES. Mais est-ce que l'UPADES, en disant cela, eux, ils ne regardent pas le volet mandat, ou bien ils parlent de fond en comble de tout le texte de la Constitution? Mais je ne sais pas, il faut leur poser la question. Moi, je veux avoir mon ami en face. Si c'est pas de suivre, je dis, mais quand vous avez écrit ça, vous avez vu quoi? Le mandat met tout ce texte. Puisqu'en lisant ce texte-là, en tant que parlementaire, je dis bien, je répète, parce que moi, je vais me préoccuper de la relation qui existe entre le parlementaire et l'exécutif. Quand je prends ce domaine-là, la Constitution est à revoir. Est à revoir si on veut que le pays avance. Il faut la revoir. Maintenant, eux, en écrivant ça et en affichant cela, touche pas à ma Constitution. Pour eux, ce texte est tellement parfait qu'il n'est pas touchable. Il faut leur poser la question. Oui, honorable, il y a eu le procès du 4 mars dans notre pays, très attendu, et il y a eu délibération. Cette délibération est souvent contestée par certaines personnes, certaines voix qui s'élèvent, que normalement il ne fallait pas attendre ces genres de sanctions, notamment à CACOM et autres. Il fallait aller outre parce qu'il y a d'autres personnes qui ne se sont pas présentées au procès, et d'où il y a Anguille sous roche, d'où la délibération est contestée. Mais vous êtes d'abord congolais, citoyen congolais, avant d'être honorable. Mais quelle est votre réaction sur ce genre de propos? Merci. Bon, il faut d'abord reconnaître que l'unanimité comme telle n'existe pas. Il faut aller vers le consensus. Parce qu'on ne peut pas penser de la même manière au même moment. Non. Donc, chaque mesure que l'on prend, chaque décision que l'on prend, elle est susceptible d'être contestée. Susceptible d'être contestée parce que nous ne pensons pas de la même manière. Et chacun a sa liberté de penser, sa liberté de réfléchir, sa liberté de parole. Ceux qui contestent, ils savent pourquoi ils contestent. Voilà. Et on ne peut jamais, jamais arrêter la pensée. Même en prison, vous ne pouvez pas arrêter la pensée. Vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un de penser. Donc les points de vue sont toujours divergents. Seulement, il faut appeler, dire aux uns aux autres de respecter les institutions. La justice est une institution autonome, libre. Elle a des compétences. Une décision prononcée là-bas, il faut la respecter. Il y a aussi des procédures pour la contester. Voilà, tout est prévu. Il y a des procédures pour contester une décision de la justice. Si personne n'a observé ces procédures, respectant la décision de la justice. Le verdict a été celui-là, moi je le respecte. Je n'ai pas d'avis à donner sur ce débat-là. Nous allons lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Honorable, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de tout ce qui vous suit en ce moment? Je voudrais dire que nous sommes des Congolais et restons Congolais. Nous avons nos problèmes à nous. Nous avons des institutions mises en place qui fonctionnent normalement. Faisons-nous confiance. La perfection n'existe pas. Nous devons plutôt tendre vers elle. Mais c'est dans le dialogue.
c'est de la concertation. Mais c'est aussi dans le respect de la parole donnée. Lorsqu'on s'est accordé quelque part, respectons cela. Ce n'est pas la peine d'écouter ceux qui ont d'autres idées derrière la tête. Le pays est en train d'avancer. On est en train de construire des infrastructures de développement. On est en train de poser les bases d'une véritable émergence. Faisons attention à tout ce qui se prépare. Si nous voulons notre mort, alors on écoute ces marchands d'opinion. Si nous voulons le développement, allons-y sereinement. Discutons, dialoguons pour que le chemin qu'on a pris aille jusqu'au bout. Le bout, c'est quoi? C'est voir le Congo être émergent, comme le veut le chef d'État d'ici à l'an 2025. Pour le faire, il nous faut être solidaire. J'appelle à la solidarité, à la confiance, à la compréhension et surtout au consensus. Oui, l'honorable Blaise Ombeto appelle au consensus et à la solidarité des filles et fils du Congo. C'est par cela que nous mettons un terme à cette émission. Nous vous rappelons que nous avons reçu